Voilà. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux aujourd'hui pour échanger avec nous sur cette thématique des aidants, qui est une thématique extrêmement importante. Je vais donc vous présenter, vous faire une présentation un peu formelle, hein, avec pas mal de contenu dans les slides que je vais vous proposer. Je vais me présenter très rapidement. Donc, Anne-Sophie Gutiori, moi je suis conseiller indépendant, je travaille en conseil et en formation, aussi bien dans le monde de la protection sociale, c'est-à-dire les mutuelles, les caisses de retraite complémentaires, l'action sociale, mais aussi dans les entreprises. Et j'interviens sur tout ce qui va concerner l'accompagnement des personnes en état de fragilité, en état d'aléa de vie, de rupture de vie, en particulier effectivement autour de la thématique des aidants et de la dépendance, qui est un thème sur lequel je travaille aujourd'hui depuis plus de 18 ans, donc c'est une thématique que je connais bien. Voilà. Et puis, ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que vous pourrez revenir à la présentation que je vais vous faire, parce qu'il est clair que sur les 45 minutes que j'ai le plaisir de partager avec vous, je vais essayer de tout réduire, de faire tenir dans 30 minutes pour qu'on ait bien 15 minutes d'échange et de questions-réponses. Mais il est clair que tous les contenus que je vous ai mis dans la présentation aurait besoin d'être développé plus longuement, et donc vous pourrez vous reporter à la présentation pour retrouver des points de repère, pour retrouver aussi des références, des adresses, des sites que je vais vous proposer, voilà, vous renseigner. Donc n'hésitez pas à revenir, la présentation vous sera mise à disposition, je pense que ça vous sera dit un petit peu plus tard dans la présentation. Est-ce qu'on peut partager ma présentation? Allez. Voilà, j'espère que vous voyez tous la présentation que je vous ai préparée. Donc, sur le plan, sur les questions que je vais aborder dans cette présentation, et donc la page suivante. Voilà, donc il y a beaucoup, vous voyez qu'il y a des thèmes quand même assez vastes. Donc, on va déjà parler un petit peu de ce qui concerne la reconnaissance des aidants par la société. Juste quelques points aussi pour voir avec vous. Il y a une pluralité de situations, on va l'évoquer, on va en parler. Il y a une pluralité de situations personnelles, hein, des aidants. Et on s'aperçoit depuis des années, comme je vous disais, moi ça fait 18 ans que je travaille sur le sujet, on s'aperçoit que la réponse publique et privée peine à atteindre sa cible et à répondre donc aux véritables besoins des aidants. Je vous ferai un petit topo sur ce que les aidants peuvent attendre en matière sociale, financière et fiscale, mais vous verrez que ce ne sera pas la partie la plus longue parce que ce n'est pas là, malheureusement, il y a plus de choses. Et puis, un focus quand même sur le monde de l'entreprise. Si certains d'entre vous sont actifs, c'est quelque chose d'important de connaître quand même les dispositifs qui existent dans l'entreprise ou pour certains d'entre vous qui peuvent avoir des proches concernés par cette thématique. Voilà. Donc, où en est-on de la reconnaissance des aidants? La question de la reconnaissance, ça pose la question de la définition et du cadrage. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, on parle des aidants en France, de plus en plus effectivement, mais on estime aujourd'hui qu'on a 11 millions d'aidants en France. Mais c'est vrai que tous les chiffres qui peuvent arriver tous les ans, on a le lot de baromètres, d'études, d'enquêtes sur les aidants, avec des chiffres dans tous les sens, et au final, il nous manque quand même à un moment donné une définition vraiment très précise. On n'a pas énormément de définitions sur les aidants. On a une définition qui est posée sur les aidants de personnes âgées par la loi Adaptation de la société au vieillissement de la population de fin 2015, mais c'est réduit à la question des personnes âgées. Et il n'y a pas de vraie définition légale de la totalité de ce qui couvre la thématique des aidants. Voilà. Alors, de qui parle-t-on? Quand on parle des aidants, là on peut passer à la suivante, quand on parle des aidants, c'est intéressant de voir comment le thème est rentré, comment le thème a été socialisé dans la société française. Aujourd'hui, on se retrouve encore avec une thématique sur les aidants qui est quasiment inconnue pour presque la moitié des personnes. Alors c'est un chiffre qui évolue d'année en année, puisque c'est un chiffre qui sort du baromètre de la Fondation April UBDA qui existe tous les ans. Tous les ans, ce baromètre est publié. On voit bien au fur et à mesure des années que ce chiffre, que la connaissance, la socialisation du thème augmente, mais il faut savoir qu'on a encore
pratiquement 50%, entre 40 et 50% des aidants eux-mêmes qui ne savent pas qu'ils sont aidants. Donc ça pose une vraie question, comment on répond à des problématiques, à des besoins sur une thématique qui n'est pas vécue par les personnes comme une thématique générique. Alors, en même temps, c'est assez logique, parce que quand on parle des aidants, et là on va prendre la suivante. Excusez-moi, j'essaie en plus de surveiller ce qui rentre. Quand on parle des aidants, on a une forme de représentation sur les aidants. La représentation, elle passe forcément par toute la communication qui a été faite sur le sujet, puisque c'est comme ça qu'un thème est socialisé, hein, c'est par la communication qu'on en fait. Et la communication, elle a énormément suivi les plans Alzheimer, les différents plans successifs Alzheimer, pour faire bouger les choses, pour la reconnaissance des aidants et pour apporter des solutions aux aidants de personnes âgées qui sont atteintes d'Alzheimer et des maladies apparentées. Et donc, on a beaucoup cette image, cette représentation de l'aidant de la personne âgée et puis de l'aidant d'une personne qui est handicapée. Et en général, quand on parle du handicap dans l'esprit du public, on parle de fauteuil roulant, ce qui est très très loin d'être évidemment la représentativité de ce qu'est le handicap, beaucoup plus vaste que ça. Donc, moi, je vais vous proposer dans la diapositive suivante des cas, voilà, ce sont des exemples. Évidemment, c'est loin d'être exhaustif. Ce sont pas... Là, on n'est pas sur de la représentation, ce ne sont pas des images, ce ne sont pas des publicités, ce sont de vrais gens, c'est des gens réels. Bon, par exemple, vous avez Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est un monsieur qui est en âge actif, il a 58 ans, il travaille, il est responsable des pièces détachées dans un très grand garage à côté de Toulouse, et il a depuis pas mal d'années sa femme qui est atteinte de sclérose en plaques, avec une sclérose en plaques extrêmement évolutive et rapidement, et donc qui devient de plus en plus handicapée et qui nécessite de plus en plus de présence auprès d'elle. Vous avez aussi un cas auquel on pense peu, Monique, là c'est un cas qui se passe, c'est pas en France, c'est en Suisse, mais c'est la même chose chez nous. Monique et son fils Simon, son fils est schizophrène. On pense très peu à tout ce qui concerne le handicap psychique et pourtant il est là et c'est quelque chose de lourd à vivre et de compliqué dans l'évolution de la vie pour les aidants qui sont autour. Vous avez Marie-France et Bernard avec un monsieur qui paraît beaucoup plus vieux qu'elle et qui en fait est son conjoint, mais qui a une maladie neurodégénérative qui évidemment a entraîné un vieillissement accéléré et une dépendance très forte. Vous avez un couple de jeunes, David et Fanny, avec une petite fille handicapée. Ça ne se voit pas comme ça, mais c'est une petite fille qui est polyhandicapée. Et donc voilà, ce sont des parents d'enfants en situation de handicap. Et puis sans oublier, et là il y en a beaucoup aussi, Emmanuel et son épouse qui est atteinte d'un cancer, un cancer du sein, donc qui est actuellement en rémission. Mais voilà, il y a énormément de personnes très variées, très largement, qui sont concernées par cette thématique des aidants. C'est toute la difficulté d'ailleurs pour travailler sur ces thèmes-là, parce qu'évidemment qu'entre Monique et son fils schizophrène, Emmanuel et son épouse atteinte de cancer, et puis le jeune couple avec sa petite fille handicapée, c'est difficile de trouver vraiment des choses très transverses pour répondre à leurs besoins, à leurs difficultés. Voilà. C'est une des problématiques. Alors, c'est quoi être aidant? Eh bien, être aidant, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est relativement simple, c'est avoir un proche qui n'a pas toute son autonomie, quelle que soit la cause de la problématique d'autonomie. Ça peut être effectivement un handicap. Alors attention, quand on pense handicap, on a 80% des handicaps qui sont des handicaps acquis, donc ce ne sont pas forcément des handicaps congénitaux, des handicaps de petits enfants, ce sont des handicaps au fur et à mesure de la vie, avec des maladies invalidantes, avec des accidents. On a tout ce qui concerne par exemple les cérébrolésions, les accidentés de la route, tout ce qui va être les traumas crâniens, etc. Les maladies aiguës également, où vous avez des situations d'aide qui sont peut-être moins longues sur la durée que les autres situations beaucoup plus chroniques, mais qui vont être des situations d'aide assez extrêmes quand elles arrivent. Un cas aussi qu'on oublie assez souvent, c'est le phénomène des addictions. Alors les addictions à l'alcool, les addictions à la drogue, toutes sortes d'addictions qui rendent les gens dépendants, qui ne peuvent plus arriver à vivre tout seuls et qui ont besoin de l'aide d'un tiers. Voilà. Et donc, quand on est aidant, ce qui est clair, c'est que on pourrait dire de façon très schématique qu'un aidant, c'est celui qui permet à un proche qui n'a pas toute son autonomie de vivre. Et si l'aidant n'est pas là, la personne n'arrive pas à vivre correctement. Si la personne en situation de handicap, en maladie, etc., peut vivre de façon totalement autonome sans avoir une tierce personne qui intervient auprès d'elle, non professionnelle,
l'aidant n'est pas totalement un aidant. Enfin, je veux dire, l'aidant, il doit vraiment contribuer principalement à l'aide à vivre qu'il apporte à la personne proche. Et on va toucher les actes de la vie quotidienne et ou les actes de la vie domestique. Et dans la diapositive suivante, je vous montre, c'est une infographie qui a été faite au Canada. Donc c'est pour ça que vous avez un petit mot qui s'appelle magasinage, ça veut dire faire les courses au Canada. Les activités de la vie quotidienne et les activités de la vie domestique, elles sont complémentaires. Ce n'est pas exactement la même chose d'aider pour les activités de la vie quotidienne ou d'aider pour les activités de la vie domestique. Parce que lorsque vous êtes sur les activités de la vie quotidienne, on est vraiment sur ce qui touche à la personne d'un point de vue physique, physiologique, de lui permettre de vivre tous les jours. Et donc, vous êtes obligé d'avoir cette aide tous les jours pour la personne. On ne peut pas se dire, oh, il y a un jour où elle ne va pas manger, elle ne va pas se lever, elle ne va pas se laver, etc. C'est impossible. Alors que les activités de la vie domestique sont organisables, gérables différemment pour les dents, puisque ce sont des activités que vous n'êtes pas obligé de faire tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de faire la lessive, le ménage, sauf les médicaments, mais la cuisine, aller faire les courses, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Donc, ça n'a pas le même type d'implication pour les dents. Ça peut s'organiser 1 fois, 2 fois par semaine, ça peut se gérer. Même d'ailleurs pour les médicaments, avec des piluliers, vous pouvez organiser les médicaments pour la semaine, pour la personne. Donc ça, c'est important. L'aide, c'est quelque chose qui peut être très lourd, mais qui ne l'est pas forcément. Ça, il faut aussi sortir de cette espèce de schéma. Il y a des cas d'aide qui sont extrêmement lourds, et vous le voyez dans ce petit graphique. On voit qu'il y a 20% des cas d'aide où on aide plus de 20 heures par semaine. En gros, ça veut dire qu'on aide quasiment 3 heures par jour. Il y a même des gens qui aident beaucoup plus que 3 heures par jour sur des personnes extrêmement dépendantes. Ce sont des cas extrêmement lourds. Mais vous avez en parallèle 35% des cas d'aidants qui aident moins de 5 heures par semaine. Et selon que c'est de l'aide à la vie domestique ou de l'aide à la vie quotidienne, vous allez pouvoir faire rentrer ces heures d'aide dans la semaine sans forcément complètement bouleverser vos équilibres de vie. Parce que ce qui compte pour un aidant, c'est de bien comprendre qu'on est dans la gestion d'un équilibre de vie. Nous avons tous un équilibre de vie entre les différentes parties de notre vie, la partie professionnelle, l'environnement familial, les loisirs, l'environnement amical, le sommeil, parce qu'il compte énormément aussi. Voilà, on organise notre vie 24 heures sur 24 pendant 7 jours dans la semaine. On a ces équilibres-là. Et quand on devient aidant, il faut arriver à trouver un espace-temps dans sa semaine, ou voire même dans sa journée, pour pouvoir caser l'aide sur des temps qui vont être des temps compressibles. Et tous les temps ne sont pas compressibles. C'est ce qui fait la grosse difficulté. Et quand on aide, en général, sauf, comme je vous disais, sur les maladies aiguës, où vous pouvez être amené à aider un peu moins longtemps, mais de façon très intense. Mais sinon, vous vous installez dans l'aide, en général, pour longtemps. Vous voyez que 75% des aidants aident depuis au moins 4 ans. Ça veut dire que ce sont des situations où, au fur et à mesure des années, le poids de l'aide, d'abord, va s'accroître, parce qu'en général, la personne qu'on aide a une évolution de sa situation de santé qui, en général, n'est pas favorable, et donc devient de plus en plus dépendante. Et vous-même, en tant qu'aidant, vous allez avoir de plus en plus de charges et de cumul de charges sur votre vie et sur votre ressenti. Voilà. Ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Alors, quand on regarde justement les ressentis qui sont négativement déclarés par les aidants, vous en avez, il faut monter un petit peu plus, merci, vous en avez 4. Le premier, c'est sur les sorties des loisirs de la vie sociale. C'est tout à fait dans la logique de ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que les sorties, loisirs et vie sociale, c'est le premier temps compressible qu'on trouve dans son équilibre de vie. Si vous avez besoin de prendre 1 heure par jour, ben c'est clair que si vous faisiez du sport, si vous alliez à des activités culturelles, si vous alliez prendre un pot avec des copains, l'heure, vous allez la prendre là-dessus parce que vous allez privilégier, en fonction des valeurs que vous avez dans vos équilibres de vie, vous allez privilégier d'autres types d'activités et vous avez besoin de caser l'aide, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif. Le deuxième temps, qui est un temps compressible auquel on pense assez peu, mais c'est la question de la qualité c'est la question du sommeil. Donc le sommeil, il y a 2 choses qui interviennent, il y a la durée du sommeil et la qualité du sommeil.
La durée du sommeil, on sait que c'est un temps là aussi compressif, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de vous coucher à 11 heures, ben, si vous avez besoin de prendre 1 heure de plus dans votre journée et que vous n'avez pas le temps de tout finir de la journée, ben, vous allez vous coucher plus tard, vous allez reculer l'heure de votre coucher pour absorber ce temps dont vous avez besoin dans la journée. Et puis ce sommeil, il ne sera plus le même, c'est-à-dire que vous aurez une qualité perturbée parce que vous allez être préoccupé, inquiet, vous allez avoir des pensées qui vont tourner en rond sur cet aléa qui vous arrive, ce qui va toucher votre proche et qui vous inquiète évidemment, puisque c'est rarement des choses très positives. Donc ça joue énormément sur le sommeil. Donc le corollaire évidemment, c'est que vous avez le moral qui commence à flancher aussi, quand vous avez toutes ces problématiques-là. Et du coup, on a aussi des impacts sur la forme physique et sur la santé, puisqu'on sait que tout ça, ce sont des phénomènes qui sont liés. Donc, on peut dire que les impacts essentiels de l'aide sur la personne, quand on vit cette situation d'aide, c'est premièrement un trop-plein de charge mentale. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les sociétés dans lesquelles on vit nous imposent déjà une charge mentale très forte, mais avoir une aide à apporter à un proche en état de dépendance ou en perte d'autonomie, c'est une charge mentale qui est très lourde, parce qu'en plus, on ne voit pas forcément la perspective. Vous savez, je compare ça toujours un peu à ce qu'on a vécu pendant ces 2 dernières années avec la question de la pandémie et du Covid. C'est-à-dire que le problème, c'était bien sûr ce qu'on vivait, mais c'était aussi le fait de ne pas avoir de perspective. On ne savait pas vers où on allait, vers quoi on allait. Et un aidant, c'est ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'un aidant, il ne sait pas vers quoi il va, vers quoi va la personne dont il s'occupe. Et donc, ça crée une préoccupation qui est quand même très lourde en termes de charge mentale. Donc, le manque chronique de sommeil dont je vous ai parlé, tout ça, c'est générateur évidemment d'un stress global qui va avoir des incidences importantes pour la personne. Je vous le citais tout à l'heure, les impacts ne s'arrêtent pas à la question du moral, du sommeil. C'est-à-dire que derrière tous ces phénomènes de stress, on sait que le stress est un phénomène très oxydatif, c'est un phénomène qui impacte beaucoup l'organisme, d'autant plus quand on est sur une situation d'aide, comme je vous le disais, qui peut durer plusieurs années. Et donc, vous allez avoir des répercussions sur la santé de l'aidant. Alors évidemment de la fatigue, mais qui est non seulement de la fatigue physique, mais de la fatigue psychique aussi. Éventuellement du surmenage, si vous avez vraiment trop d'activités à faire et que vous n'arrivez pas, entre guillemets, à vous en sortir. Un phénomène aussi d'anxiété. Alors attention, l'anxiété, c'est un phénomène psychique. C'est quelque chose qui est beaucoup plus important que simplement la préoccupation. L'anxiété, c'est quelque chose d'assez grave, d'assez lourd, qui peut aboutir à la dépression. Et donc, on peut être dans des états d'anxiété. On a également, et ça a été prouvé par des études médicales depuis le début des années 2010, qui ont été faites aux États-Unis et qui ont été confirmées en France, mais on a une altération du système immunitaire. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus sensible pour attraper le virus, tout virus. Vous allez aussi avoir des problématiques, par exemple, de cicatrisation. Ça avait été mis en exergue dans les années 2010 aux États-Unis, avec des personnes qui se retrouvent avec un stress qui les empêche de cicatriser en cas de problème ou en cas d'opération. C'est quand même assez grave. Vous avez aussi la génération d'une hypertension éventuelle, et puis après un certain nombre de manifestations que vous pouvez retrouver chez les personnes, le mal de dos, des manifestations cutanées, des anomalies du comportement alimentaire, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, et puis évidemment dans les cas les plus graves, des phénomènes de dépression. Donc vous voyez que ça n'est pas sans impact. Quand vous avez, alors encore une fois, là on est sur des cas d'aide où on aide beaucoup de temps dans la semaine, avec de l'aide à la vie quotidienne, donc qui touche vraiment la personne en direct, et puis sur un certain nombre d'années. Alors, la deuxième partie que je voulais voir avec vous, donc c'est, on le vit, enfin tous ceux qui travaillent sur cette thématique des aidants et sur le domicile, sur la dépendance, etc., on voit qu'en fait, avec toute cette pluralité de situations personnelles, on a énormément de mal à trouver une réponse publique et privée qui atteigne sa cible. C'est-à-dire que depuis 15 ans, énormément de choses se sont développées, il y a énormément de dispositifs qui ont été mis en place, il y a eu des initiatives privées aussi qui ont été mises en place, et finalement, elles ne rencontrent pas la demande des aidants.
Donc, ça interroge quand même la question du besoin de l'aidant. C'est vrai que quand on a commencé à travailler sur ces thématiques-là entre 2005 et 2010, on était très content de se dire, tiens, on va travailler sur une question de besoin. Sauf que ça ne se passe pas comme ça pour un aidant. En fait, l'aidant a des difficultés, mais exprime très peu de besoins. Pourquoi? Parce que la première préoccupation d'un aidant, c'est que la personne qui l'aide soit bien prise en charge, que tous ses besoins à elle soient couverts et que la personne puisse être complètement sécurisée. C'est ça qui est le plus important pour un aidant. Et donc, un aidant, comme c'est quelque chose qui est évidemment difficile à obtenir et surtout de façon durable, parce que les situations sont évolutives, ça veut dire, et puis il y a toujours des petites choses qui se passent où un intervenant ne peut pas venir, enfin bon, il faut changer d'entreprise, il faut changer d'association qui interviennent à domicile, etc. Ça veut dire que l'aidant, il est rarement en palier de stabilisation pour se dire « Ah ben je souffle et je pense à moi ». L'aidant ne pense que très peu à lui, il pense surtout à la personne qui l'aide. Donc, parler à un aidant de ses besoins, en général, on a du mal à lui parler de ses besoins parce qu'il n'est pas disposé à entendre ça. Pour lui, c'est la personne qui l'aide qui a des besoins, mais pas lui. Donc, ce qu'on peut aborder avec un aidant, c'est ses difficultés. Et ça, il n'en manque pas. Et par contre, là, il est capable, effectivement, de les exprimer. Donc ça, c'est une chose fondamentale. Donc, les difficultés que rencontre un aidant sont assez différentes selon les moments que va traverser la personne dans son parcours de l'aide. Vous avez différentes phases dans le parcours de l'aide. On n'est pas sur quelque chose de linéaire. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans l'aide et puis après, ça part comme sur des roulettes. Pas du tout. Il y a tout le temps des situations différentes. Il y a des situations de crise. Il faut les situations de crise qui proviennent soit de sa propre situation en tant qu'aidant parce qu'on a changé de situation personnelle ou professionnelle. Il y a eu un certain nombre de choses dans l'environnement qui ont déséquilibré ces fameux équilibres de vie qu'on avait mis en place. Ou bien ça vient de la personne qu'on aide, parce que du coup, cette personne-là a évolué, elle, dans ses besoins, a évolué dans son état de santé, il lui arrive quelque chose de nouveau, elle est tombée, elle a été hospitalisée, etc. Donc, il faut réenvisager à nouveau l'aide et les équilibres de vie. Donc, à chaque fois, ce sont des besoins, des difficultés rencontrées qui sont différentes, qui sont évolutives. Et donc, il faut avoir une réponse adaptable selon le moment de l'aide qu'est en train de vivre la personne aidante. Excusez-moi. Je vous en prie. Grosso modo, on peut quand même, évidemment, on l'a fait depuis des années, mais on peut quand même, de façon synthétique, caractériser un certain nombre de, qu'on va quand même appeler besoins, qui répondent à des difficultés rencontrées par l'aidant. Il y en a 5 en tout. Bon, le premier besoin, alors là, qui est quand même assez transverse sur la totalité des personnes, quel que soit d'ailleurs le niveau d'aide qu'on a et le moment où on se situe dans le parcours de l'aidant, c'est l'information. L'aidant a toujours besoin d'informations parce qu'il a besoin de comprendre, il a besoin d'essayer de maîtriser au maximum la situation, ce qui lui arrive, ce qui arrive à la personne qui l'aide. Donc, il a besoin d'informations sur la pathologie, d'informations sur la situation de la personne aidée, de connaître exactement là où il en est de son implication, des répercussions que ça peut avoir sur l'entourage, je parle toujours de la personne aidée, hein, pour finalement aider aussi à la décision. Parce que dans les impacts mentaux et psychiques que j'évoquais tout à l'heure, il y a aussi le fait que l'aidant en général est extrêmement sollicité pour la prise de décision concernant la vie de la personne aidée. Sur des traitements, sur des entrées en établissement, sur la façon dont la vie de la personne aidée va pouvoir être gérée. Et donc, il a besoin d'un maximum d'informations qui vont être de l'aide à la prise de décision. La deuxième chose, le deuxième besoin fondamental, c'est l'orientation. C'est-à-dire que l'aidant, tout au long de sa vie d'aidant, va se dire à qui je peux m'adresser, quels sont les acteurs qui sont susceptibles de m'aider, qu'est-ce que je peux aller mobiliser comme ressources et quelles aides je peux trouver ailleurs. Alors, encore une fois, quand on parle de ça, on parle beaucoup de mobiliser des aides pour la personne qui est aidée. L'aidant va très peu aller chercher, lui, des aides personnelles pour lui. Ou s'il va en chercher, il va aller chercher, je donne un exemple comme ça, et il va aller chercher de l'aide en se disant « j'ai besoin d'aménager ma maison parce que je prends la personne chez moi ou elle est chez moi
et elle ne peut pas continuer à vivre comme ça. Mais ce n'est pas pour lui qui va aménager la maison, c'est pour la personne qui l'aide. On est toujours sur l'aidant est tourné vers la personne aidée, c'est fondamental. Et puis, on a 3 autres besoins qui sont apparus, qui sont à la suite. Des besoins complémentaires, je dirais. Un besoin en formation, c'est-à-dire que l'information, c'est bien, mais sur un certain nombre de cas, l'aidant a également besoin d'être formé pour mieux comprendre, formé sur la pathologie, sur la situation de la personne qui l'aide. Je prends un exemple, il y a eu beaucoup de formations qui ont été faites par l'association France Alzheimer, par exemple, sur la thématique d'Alzheimer. Vous avez aussi des formations qui sont faites par la Fédération des traumatisés crâniens, puisque on a besoin de comprendre, quand on est aidant de ces personnes-là, comprendre comment va fonctionner une personne qui est cérébrolésée, quel comportement elle est capable d'avoir, comment il faut réagir face à ça, etc., etc. Donc des formations, des choses vraiment extrêmement précises. Le répit, alors on parle beaucoup du répit quand on parle des aidants. Le répit, c'est aussi de savoir à quel moment on va proposer le répit. Le répit n'est pas toujours opportun. C'est-à-dire que quand vous entrez dans des situations d'aide, quand vous êtes au début de la relation d'aide ou quand vous êtes en situation de crise, si on vous propose en tant qu'aidant du répit, vous ne serez pas prêt à l'entendre parce que vous avez des préoccupations immédiates qui ne sont pas du tout de prendre de l'oxygène pour vous et de vous dire je me soulage un peu de ma situation d'aide. Vous êtes dans des problématiques de savoir comment vous allez apporter l'aide, jusqu'à quand, comment vous allez rééquilibrer vos équilibres de vie, etc. Donc, le répit, il s'adresse à certains moments où la personne va être en début, va être en saturation, va être sur une sorte de palier de consolidation où la relation avec la personne aidée va être à peu près consolidée et où on va se dire, tiens, pour mieux supporter, pour mieux envisager l'avenir, peut-être ce serait bien qu'on se prenne des espaces de répit. Et ce qui est important aussi à considérer, c'est que le répit, c'est non seulement le répit pour la personne qui aide, mais c'est aussi le répit pour la personne aidée. Parce qu'en fait, c'est un répit dans la relation entre l'aidant et la personne aidée. C'est comme ça qu'il faut le concevoir. Et puis la dernière chose, c'est le maintien du lien social. Alors là, c'est pareil, le maintien du lien social, c'est quelque chose de transverse, c'est-à-dire que les personnes aidantes, au bout d'un moment, au fur et à mesure des années, en faisant des arbitrages justement sur les équilibres de vie et sur les choses compressibles dans leur vie, vont petit à petit se détacher d'un certain nombre de liens. Et dans le maintien du lien social, la question de l'entreprise est très importante. C'est-à-dire que pour un salarié, il est très important qu'il puisse conserver sa relation de travail avec son employeur de façon à maintenir ce lien social dont il a besoin. Et je vous ai noté porte d'entrée parce que ce qui est fondamental, on s'en aperçoit par rapport aux aidants, c'est que les aidants, au final, ne savent pas trop où frapper, ils ne savent pas quels sont les acteurs qui sont susceptibles d'être mobilisés pour leur apporter de l'aide. Alors, je ne vais pas développer là-dessus, vous le reprendrez dans le document, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de réticences à utiliser l'aide. Hein. C'est-à-dire que c'est facile de dire, tiens, on trouve une bonne idée pour proposer un aidant, et puis ça va marcher. Et en fait, ça ne marche pas, parce qu'il y a un certain nombre de réticences. En particulier, voilà, la personne aidante a besoin de garder des moments privilégiés avec la personne qu'elle aide. Il y a des contraintes financières, il y a des contraintes horaires. Il y a parfois des malades et des personnes aidées qui refusent l'intervention d'une personne extérieure, d'un tiers, qui ne veulent être qu'en relation avec le proche. Mais il y a des réticences qui peuvent être des réticences fortes. Voilà. Alors, je vais vous balayer, mais alors, rapidement, hein, la question de la matière sociale, financière et fiscale sur les dispositifs publics, écosystèmes, et puis quelques types de réponses, mais là j'irai très vite et je vous recommanderais d'aller prendre, si ça vous intéresse et que vous êtes concerné, d'aller regarder un petit peu après sur le document quand vous pourrez le reprendre. Les étapes de la réponse publique, il n'y en a pas énormément. Il y a quelques étapes que je vous ai mises là, c'est-à-dire qu'avant 2005, ça n'existait pas. La question des aidants est intervenue au moment où on a préparé la loi sur le handicap en 2005.
Vous avez eu la loi adaptation de la société au vieillissement de la population fin 2015 qui a inclus cette thématique des aidants, qui a prévu certains dispositifs, mais limités aux personnes âgées, enfin aux aidants de personnes âgées. Vous avez une loi de 2019 qui concerne plutôt le monde de l'entreprise. Et puis, vous avez une grande stratégie nationale mobilisation soutien 2020-2022 qui finalement a donné quand même un certain nombre de résultats, même si évidemment elle est tombée en plein dans une période où ça devenait compliqué de travailler sur les aidants avec la question de la pandémie. Mais il y a quand même des choses qui ont été faites. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle des aidants, mais on a vu, je vous ai dit tout à l'heure, on est à la fois sur la thématique du handicap et sur la thématique du grand âge, et en fait, on est sur des politiques publiques qui sont complètement distinctes. La politique publique du handicap est vraiment sur la compensation financière du handicap dans le parcours de vie de la personne handicapée, que ce soit à titre individuel, personnel ou que ce soit professionnel. Et sur la politique publique du grand âge, on est vraiment sur le fait de compenser financièrement des dépenses supplémentaires qui sont induites par la perte d'autonomie. Et puis, accompagner la politique de service à domicile. Donc, on est sur des choses relativement différentes. Donc, très rapidement, la réponse au handicap, je vous les ai mises là, c'est différentes allocations, mais si vous êtes concerné, vous les connaissez. Il y a un certain nombre de choses qui sont prévues pour les personnes handicapées, qui passent toutes par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Ce sont des procédures qui sont lourdes, qui sont répétitives et qui demandent une reconnaissance du handicap et une reconnaissance médicale, ce qui parfois est compliqué pour des parents d'enfants en situation de handicap qui sont peu définis. Enfin, il existe des tas de cas où, au niveau médical, on a du mal à avoir véritablement une approche de handicap alors que l'enfant est en situation de handicap. La réponse au grand âge, elle a simplement une allocation que tout le monde connaît, qui est l'allocation personnalisée à l'autonomie. Si vous ne l'avez pas, si vous ne pouvez pas l'avoir, il peut y avoir l'aide ménagère à domicile. Après, vous avez des aides. Les aides sociales sont des aides donc, qui dépendent du département et qui vont être développées soit à travers l'allocation personnalisée à l'autonomie, soit à travers les communes, alors donc départements et communes, avec en plus, je les ai notés parce que c'est important et on n'y pense pas toujours, là c'est la question de la porte d'entrée, solliciter l'action sociale, l'aide sociale des caisses de retraite, en particulier des caisses de retraite complémentaires à GIRCACO. Après, vous avez effectivement sur, comme je disais, l'appui à la politique de service au domicile, vous avez des exonérations fiscales et puis des aides publiques et privées qui peuvent exister sur l'aménagement du domicile. Pour les aidants en eux-mêmes, je vous l'avais dit en tout début, finalement, on va passer assez vite parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça. Alors, il existe toute une politique fiscale, mais avec des niches, avec des tas de choses extrêmement précises, extrêmement pointues. C'est compliqué, en tout cas, je ne peux pas vous le présenter là parce qu'il faudrait plus d'1 heure et demie pour l'expliquer en tant que tel. Et pour le développer, ce qui est clair, c'est que moi, ce que je propose pour que les personnes puissent commencer à travailler sur ce sujet-là, c'est d'aller voir déjà les sites. Je vous en ai cité là et vous pourrez les reprendre parce que là, évidemment, c'est difficile de tout de suite noter. En plus, c'est des adresses qui sont longues et vous pourrez reprendre le document. Et vous pourrez aussi, auprès de votre centre des impôts, si vous avez besoin, vous pourrez vous renseigner sur les mesures fiscales qui existent. Concernant les aidants, qui sont quand même essentiellement basés autour du fait d'accueillir les personnes que vous aidez chez vous, ou bien d'avoir des pensions alimentaires, enfin de vous occuper de la personne et donc de dépenser pour son alimentation, et puis d'avoir des majorations de part. Voilà. Grosso modo, ce que je peux vous dire, s'il y a des questions plus précises, on verra tout à l'heure. Donc, sur l'écosystème, juste, je pense que c'est important parce qu'il y a des choses auxquelles on pense et des choses auxquelles on pense moins. Donc, en ce qui concerne l'écosystème public, donc vous avez l'État et les départements, la maison départementale des personnes handicapées, les centres communaux d'action sociale, CCAS, les CLIC, centres locaux d'information et de coordination gérontologique. Ça, vous les trouvez dans les communes et vous pouvez aller vous renseigner dans les communes. Les CLIC, c'est pour les personnes âgées, MDPH, c'est pour les personnes en situation de handicap,
Et ces CAS, c'est plutôt pour la personne âgée, mais vous pouvez aussi avoir quand même des dispositifs sur le domicile qui peuvent vous concerner si vous êtes en situation de handicap. Le monde sanitaire, l'hôpital médecine de ville sans infirmier, ok. Le médico-social de l'autre côté, qui va concerner tous les intervenants à domicile, les établissements, que ce soit pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Ne jamais oublier le monde associatif qui est très bien structuré et qui a beaucoup d'actions vis-à-vis des aidants, mais qui sont souvent mal connues. Donc le monde associatif, la porte d'entrée, c'est d'aller chercher l'association qui va s'occuper, par exemple, de la pathologie de la personne que vous aidez. Vous aidez quelqu'un atteint d'Alzheimer, il va falloir vous rapprocher des grosses associations qui s'occupent d'Alzheimer. Vous avez quelqu'un qui est handicapé, qui est traumatisé crânien, vous allez chercher effectivement les associations qui s'en occupent. Quelqu'un qui va être dans du handicap psychique, c'est la même chose. Il y a toute une liste d'associations en France. Vous avez quelqu'un atteint de cancer, vous avez des choses qui sont faites par la Ligue nationale contre le cancer pour les aidants. Donc ça, en général, on ne le sait pas, mais ce sont des ressources extrêmement intéressantes et précieuses à aller chercher. Et puis, je vous ai mis du jaune sur tout ce qui concerne le privé, c'est-à-dire que vous avez des ressources quand même qui peuvent exister dans votre entreprise, si vous êtes actif. Vous avez des choses chez les assureurs, les mutuelles, les assisteurs. L'assisteur, c'est, je ne sais pas chez qui vous êtes, mais intermutuelle assistance, je ne sais pas. Bon, voilà, ok. Il y a des choses qui sont faites par les assisteurs. Et ne jamais oublier les caisses de retraite, que ce soit la CNAF, donc la caisse de retraite universelle, ou que ce soit les caisses de retraite complémentaires. Là non plus, je ne sais pas chez qui vous êtes. Mais toutes les caisses de retraite, sans exception, ont une action sociale. Et dans l'action sociale, vous avez aujourd'hui des axes prioritaires de l'Agir Carco qui permettent de développer des actions vis-à-vis des aidants et des personnes en état de dépendance ou handicapées. Voilà. Donc, ne jamais oublier ça comme porte d'entrée. Alors, juste, je vous les cite et vous reprendrez le document. Ce que je vous cite ici, ce sont des choses qui existent et auxquelles on ne pense pas forcément. Vous avez aujourd'hui 220 plateformes de répit en France qui ont été initialement prévues pour les personnes atteintes d'Alzheimer et de maladies neurodégénératives qui sont aujourd'hui étendues aux maladies chroniques invalidantes et au handicap. Ces plateformes de répit, c'est une intervention qui est gratuite, qui vous permet d'avoir des aides en termes d'information, d'orientation, de venir vous soulager à domicile pour les aidants. À la fois, ça apporte des choses aux personnes qui sont aidées et aux personnes qui sont aidantes. Donc, il faut chercher autour de vous, il y en a dans tous les départements, et ce sont vraiment des ressources aujourd'hui qui sont extrêmement intéressantes. La deuxième ressource que je voulais vous citer et vous proposer, ça s'appelle Ma Boussole Aidant. Donc, Ma Boussole Aidant, c'est un site, ça a été développé à l'initiative de l'Agir Carco et du groupe Clésia. Aujourd'hui, ça couvre, c'est sorti du groupe Clésia et ça couvre toute la population parce que c'est vraiment d'utilité publique. Et vous avez, auprès de Ma Boussole Aidant, vous avez 70 000 solutions d'accompagnement de proximité qui sont référencées et géolocalisables. Donc, vous avez une utilisation du site qui est très intuitive, qui est très simple, qui vous permet, au fur et à mesure que vous rentrez dans des écrans qui vont vous permettre d'aller petit à petit jusqu'à votre besoin, jusqu'à votre recherche, et qui vont vous proposer des ressources. Donc surtout, à consommer sans modération, ça peut vous rendre véritablement service pour vous orienter. Ça, c'est vraiment un service d'orientation. Je voulais aussi vous citer ce numéro-là. Aujourd'hui, on a, décembre 2021, donc on a 91 départements qui sont couverts. C'est un numéro qui s'appelle le numéro 360. Donc le 0800 360 360 qui a beaucoup fonctionné aussi pendant la pandémie. C'est un numéro d'appui. Là, c'est axé autour du handicap. Mais c'est pour les personnes qui se retrouvent en difficulté, qui ne savent pas trop où s'orienter, comment trouver des solutions. Que ce soit les personnes handicapées elles-mêmes ou que ce soit les aidants familiaux. Donc surtout, ne pas hésiter à appeler aussi ce numéro qui est fait pour ça. C'est une initiative ministérielle et aujourd'hui, vous voyez que bon, il reste encore quelques départements en France qui ne sont pas couverts, mais ça commence quand même à avoir une couverture nationale intéressante. Voilà. Et je voulais finir par des initiatives qui sont plus des initiatives locales dans les régions, qui s'appellent les maisons des aidants. Ça, vous en avez beaucoup en France. Il y a des maisons qui sont extrêmement actives,
qui vont proposer des activités pour les personnes aidantes, des sorties aussi en binôme entre les personnes aidantes et les personnes aidées, qui vont proposer des formations, des soutiens. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent être proposées et vous pouvez essayer de chercher autour de vous si vous avez des maisons des aidants. Je vous en ai cité aussi, il y en a une qui est très connue aussi, qui est la maison des aidants de Bergerac, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mise. Et vous avez parfois certaines maisons des aidants comme ça qui proposent des choses par Internet et donc qui ne nécessitent pas d'être juste à côté. Voilà. Et on va finir donc par le domaine de l'entreprise. Donc le domaine de l'entreprise aujourd'hui, il est de plus en plus ouvert à cette problématique des aidants parce que c'est une problématique de vie. De la même façon qu'on a la parentalité, ben, on a la question des aidants. Il y a une porosité accrue entre les domaines privés et professionnels. Donc de toute façon, on ne laisse pas les choses au vestiaire ou à la porte du bureau quand on arrive. Et puis, les entreprises sont de plus en plus engagées dans la QVT et la RSE, même s'il reste encore beaucoup de progrès à accomplir sur un certain nombre d'entreprises aussi. Et puis, j'ai marqué les contraintes budgétaires publiques parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est quand même le financement. Et c'est vrai que dans les différentes mesures qui sont prévues à la fois par la loi de 2019 et par le plan de la stratégie nationale 2020-2022, on s'aperçoit que les financements sont beaucoup recherchés aussi auprès des entreprises. C'est-à-dire qu'on implique les entreprises parce que ça permet du coup d'apporter des solutions sans qu'il y ait de contraintes budgétaires publiques. Bon, c'est une petite remarque personnelle, mais c'est vrai. Voilà. Alors, juste, je vous ai évoqué tout à l'heure les retentissements de l'aide sur la santé des personnes, mais évidemment qu'il y a aussi, en corollaire, des retentissements professionnels chez un salarié qui est aidant. Parce que la fatigue va être quelque chose qui va se manifester, c'est un phénomène de santé, mais ça va aussi jouer dans le travail. La fatigue et le stress cumulés vont donner des phénomènes d'irritabilité, donc on va avoir des problèmes comportementaux, que ce soit de l'irritabilité, de l'instabilité émotionnelle, des personnes qui n'ont plus, comme on dit couramment, entre guillemets, d'amortisseurs et qui vont fondre en larmes dès qu'on va leur parler de quelque chose, difficulté de concentration. Alors, vigilance, ce n'est pas la même chose que la concentration, c'est dès que vous avez une problématique de sécurité, hein, dans un travail, donc il y a aussi des problématiques de vigilance, voilà, de l'isolement, des pensées obsessionnelles, etc. Voilà, alors, juste quelques chiffres, mais très rapidement, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, c'est très important pour les aidants de conserver leur travail et de garder ce lien social avec le travail, parce qu'ils le considèrent, pour 60% d'entre eux, comme une source de répit. C'est pas nous qui leur avons demandé, c'est eux qui l'ont cité en termes de source de répit. C'est-à-dire que ça leur permet de sortir du huis clos avec la personne qu'ils aident, et de voir d'autres personnes, et d'avoir le cerveau sur autre chose, etc. Par contre, vous avez le même pourcentage, 72%, qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent que très mal les dispositifs légaux qui existent et auxquels ils auraient droit. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses à faire en termes d'information et de relais au sein de l'entreprise sur ce qui peut être une ressource pour les aidants. Donc, moi, je vais vous citer, dans la diapositive suivante, je vais vous citer, il y a 3 choses, très rapidement, il y a 3 congés qui existent. Le congé de proche aidant, donc c'est un congé qui n'est pas récent, mais qui a été rebaptisé récemment en 2017 et qui vient d'être un peu élargi aujourd'hui. C'est un congé qui est conçu comme une réponse à une situation quand même, alors peut-être pas d'urgence stricte, mais une situation de difficulté particulière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'aidant va avoir besoin de rester auprès de la personne qu'il aide. Et on le voit bien puisqu'en fait, initialement, c'était pour les personnes âgées qui étaient aidées, qui étaient catégorisées, si on peut se permettre ce terme horrible, en GIR, les groupes iso-ressources 1, 2, 3, donc ce sont des personnes qui sont assez lourdement dépendantes. Comme il y a très peu de recours à ce congé, il vient d'ouvrir à partir de 2022 au GIR 4, donc qui sont des dépendances plus légères, mais vous voyez qu'en ce qui concerne le handicap, on est quand même sur des taux d'incapacité supérieurs ou égaux à 80%, ce qui est quand même déjà énorme. Donc, c'est un congé qu'on peut prendre avec une limite d'1 an sur l'ensemble de la carrière. On peut le prendre en 3 mois, on peut renouveler, mais on est limité effectivement au total à 1 an sur la carrière. On est indemnisé depuis peu d'ailleurs, mais 22 jours au maximum par mois, avec un relèvement du plafond qui a été
voté à partir de 2022, donc on est au plafond du SMIC. Et au maximum, on peut être indemnisé 66 jours dans la carrière, avec ce qu'on appelle l'allocation journalière de proche aidant, qui est à 58,59 € brut par jour. Voilà. Donc, je vous ai marqué, si vous cherchez des informations sur ce congé, allez chercher sur service-public.fr, sur amélie.fr, parce que c'est une indemnisation qui est versée par la Sécurité sociale, et le service RH de votre entreprise, évidemment, qui connaît tous ces dispositifs. Le deuxième congé, c'est le congé de présence parentale qui, lui, est destiné aux parents d'enfants en situation de handicap. Donc, il faut avoir un enfant de moins de 20 ans qui est gravement malade ou handicapé. Vous avez une réserve de 310 jours ouvrés qui peut être utilisée sur 3 ans et qui, maintenant, a été élargie. Ça peut être renouvelé une fois au-delà, donc aller jusqu'à 620 jours, avec un préavis qui est très court. Et vous êtes indemnisé sur le congé, 22 jours maxi par mois, avec une allocation qui est la même que celle du proche aidant. Et puis, le dernier congé, qui est celui de solidarité familiale. Là, c'est spécifique parce que c'est pour les personnes qui sont en maladie incurable, en phase terminale, qui peuvent être accompagnées à domicile ou en EHPAD, mais pas à l'hôpital. Voilà, c'est 3 mois maximum aussi renouvelable une fois, un préavis qui est très court, et avec une indemnisation de 21 jours maximum. Là, par contre, qui n'est pas la même, à 56,33 € brut par jour. Et là, c'est la caisse d'allocation familiale qui va verser l'indemnisation. Voilà. Sans oublier le don de jour de repos entre collègues qui existe aujourd'hui, qui est ouvert à l'ensemble des aidants, mais là encore, on est sur de la réponse à une urgence. C'est-à-dire qu'il faut avoir épuisé l'ensemble de ces congés, y compris les RTT, et après, on peut effectivement demander à bénéficier de jours de repos qui seraient proposés, qui seraient offerts par les collègues. Mais ce sont vraiment des mesures dérogatoires, je dirais. Bon, et puis donc au sein des entreprises, vous avez des personnes qui peuvent être dédiées en tant qu'interlocuteurs, ça dépend des entreprises, des personnes dans les RH, souvent c'est les personnes chargées de la qualité de vie au travail, des assistantes sociales, infirmiers, médecins du travail, voilà. Les différentes mesures qui peuvent vous être proposées en termes d'organisation ou financière, ça dépend encore une fois de chacune des entreprises. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolée, j'ai pris beaucoup de temps, mais je crois que je ne suis pas trop en retard. Bien, merci Anne-Sophie. Merci beaucoup, c'était un exposé extrêmement riche qui nous a permis de comprendre d'abord qui étaient l'aidant, quelles étaient ses problématiques, et enfin vous nous avez apporté tout un panel de réponses, vous avez expliqué toutes les réponses existantes et on vous en remercie vivement. Je voudrais vous remercier aussi parce qu'en fait vous avez tenu vos délais. Et ça, c'est vraiment formidable. Un grand merci, surtout parce que ensuite on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette visioconférence. Nous avons eu une question. Cette question, en fait, elle sera traitée dans la deuxième partie de la visioconférence. Donc, je ne vais pas vous la poser, puisqu'on aura la réponse à la suite de cette première intervention. Je voudrais aussi vous... D'ailleurs, j'imagine que si on a peu de questions, c'est qu'en fait, votre exposé a été tellement clair qu'en fait, il n'y avait pas de questions à poser. C'est très gentil. Mais écoutez, la preuve, c'est que vous avez une question. Et je voudrais aussi préciser à tous ceux qui nous écoutent que le document extrêmement riche qui a été proposé maintenant, ce document, vous en disposerez, de même que vous disposerez de l'enregistrement de la conférence, et ça sera mis sur le site de la MCCI. Nous vous adresserons postérieurement, bien sûr, le lien pour y accéder. Donc, vous aurez le document avec le détail, et c'est important, puisque comme vous l'avez vu, il y avait non seulement un numéro de téléphone, mais il y avait beaucoup de liens avec un certain nombre d'institutions ou de caisses, dont je ne me souviens plus d'ailleurs précisément les noms. Voilà, donc ce document